Vous vous souvenez quand j'ai dit ça? La prochaine vidéo qui va sortir, je pense, dans un mois, ce sera sur Carmen, le film de 1984. Et oui. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une trilogie. Une trilogie qui résume à peu près une dizaine de tomes en seulement 3 films d'à peu près 1h30. Et honnêtement, je pense qu'on n'a jamais autant été gâtés. En tout cas, vu ce qui a suivi après. Niveau Berserk, j'ai envie de dire que ces 3 films d'animation sont sûrement le meilleur qui a été fait niveau animation. Oh, on aurait bien l'animé de 97 aussi, mais bon. Aujourd'hui, c'est pas vraiment l'intérêt étant donné qu'on est reparti pour une nouvelle analyse ciné et je viens de me rendre compte que je ne vous ai même pas encore salué. Alors bonjour très chers auditeurs, c'est parti pour découvrir cette trilogie trop méconnue à mon goût. Bon, par contre, si vous n'avez pas vu ni le Berserk ou si vous n'avez pas un minimum de connaissances dans l'univers, je vous conseille d'aller un petit peu approfondir vos connaissances parce que la vidéo va spoil. Parce que oui, je vais raconter l'histoire, mais je vais vraiment survoler dans les grandes lignes pour aller droit au but. Alors, vous êtes prévenus. Dans un Moyen-Âge alternatif aux autres, 2 grandes nations se livrent bataille. Tudor et Midland. Guts, notre héros, fait partie de Tudor, et en opposition à Bazuzo, qui lui appartient à Midland. Les deux vont se livrer une bataille et Guts en sortira vainqueur, ce qui va attirer l'attention d'un jeune homme du nom de Griffiths, qui est à la tête d'une certaine bande de mercenaires, la bande des Faucons. C'est après avoir rembarré un noble que Guts décide d'aller se balader dans les campagnes, où Corcus, un capitaine de la bande du Faucon, va l'attaquer. Évidemment, Guts va se défendre et va le mettre dans une position peu avantageuse, ce qui forcera Casca, la seule fille de la bande du Faucon, à aller le défendre. Elle aussi sera battue par Guts, ce qui forcera Griffiths à enchaîner et à battre Guts. Il va alors le ramener dans le campement des Faucons et forcera Casca à se coucher près de lui pour le réchauffer et lui éviter de mourir. Une fois réveillé, il va aller consulter Guts et va l'emmener en haut d'une colline et va avoir un échange légendaire pour le manga et pour le film. Grosso modo, dans cet échange, Griffiths va proposer à Guts de rejoindre la bande du Faucon, Guts va refuser, ils vont se battre et finalement Griffiths va gagner et Guts va rejoindre la bande du Faucon. C'est alors qu'on a le droit à une ellipse de 3 ans où Guts et Casca s'entendent toujours aussi merveilleusement bien et où Griffiths joue un petit peu l'intermédiaire si on veut. Et pendant ces 3 ans, il s'est passé des batailles, jusqu'à ce que Midland les réengage pour prendre un château. Mais dans ce château, comment dire, il y a quelque chose qu'on ne soupçonnait pas, une espèce de chose un petit peu surnaturelle. Un apôtre. Cette fois-ci, ils ont pas de bol, ils sont tombés sur Zod. Soit, je pense, littéralement le pire apôtre en termes de puissance, vu que c'est littéralement le plus puissant. Alors, comment dire, ils vont se battre jusqu'à ce que Zod les domine, et Griffiths va ensuite tomber au combat, mais ce qui empêchera Zod de les tuer tous les deux, c'est qu'il va voir sur Griffiths un collier, qui nous est montré depuis tout à l'heure. Un espèce d'œuf rouge, une béhérite. Là, une béhérite pourpre, nommée l'œuf du roi. Et c'est alors que Zod va faire une espèce de prophétie à Guts, va s'en aller, et une fois blessé, Griffiths va lui expliquer comment est-ce qu'il a réussi à choper un truc pareil. Il l'aurait reçu d'une diseuse de bonne aventure dans une ruelle quand il était enfant, et elle lui aurait vendu sous forme de porte-bonheur, et depuis, il ne l'a jamais lâché. C'est aussi simple que ça. Mais, coup de théâtre, au même moment, le roi en personne vient les saluer et leur dit « Bravo messieurs ». Guts ne veut pas saluer, le comte Julius, le frère du roi, va le baffer. Ils vont faire la rencontre de la fille du roi, Charlotte, qui va devenir un personnage important, parce qu'elle va tomber sous le charme de Griffiths, et Griffiths va voir en elle une espèce d'accessibilité au trône, qui sera plus explorée dans le 2e film. La bande du Faucon est ensuite invitée à monter la garde pendant une partie du chasse du roi. Griffiths va alors tenter une rapproche vers la princesse Charlotte. Le comte Julius, qui a le seum parce qu'en plus Griffiths va se faire anoblir, décide d'engager un assassin pour le tuer. Son assassinat va échouer et Griffiths va, avoir quelques petites rancunes et va littéralement envoyer Guts buter le comte. Et sans faire exprès, Guts va tuer son fils, ce qui marquera à jamais. Au même moment, et oui il y a quand même beaucoup de parallèles dans ce film, Griffiths est avec la noblesse, et, une fois de plus, il va s'isoler avec la princesse en haut d'une fontaine, et dans le ruissellement de l'eau de celle-ci,
Il va clairement lui dire que la bande du faucon, c'est que des outils. Ce que Guts et Casca vont évidemment entendre. Casca, elle, va, disons, l'interpréter dur mais juste, et Guts va se dire que non, il veut être le plus près de Griffiths, et donc s'il doit être d'égal à égal, il doit s'en aller. Et ça va être creusé dans le deuxième film, étant donné que c'est la fin du premier film, qui s'achève sur ce magnifique plan. Bon, alors pour le deuxième film, ça va aller un petit peu plus vite, tout simplement parce qu'en fait, 2 gros tiers du film, c'est que de la baston. Et même dans cette baston, il se passe quand même des trucs importants. Donc en vrai, on va y aller que maintenant. Pendant une énième bataille contre les Shooters, la bande du faucon semble, un petit peu galérer, mais pas vraiment, jusqu'à ce que le capitaine Addon, qui combat avec l'escouade des baleines, arrive et se bat contre Casca. Il lui sort alors que les femmes n'ont rien à faire sur le champ de combat, ce qui aura le don d'énerver notre très cher Casca, qui au même moment aura ses menstrues. Sauf que, évidemment, c'est pas vraiment le bon moment, ce qu'elle ne manquera pas de souligner d'ailleurs, ce qui fait qu'elle sera un tout petit peu plus faible au combat, et que Guts viendra à son secours jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse, et les deux tomberont d'une falaise, ce qui va donner ensuite une séquence où Casca va expliquer à Guts pourquoi elle le déteste. Oui, parce que je suis un petit peu passé dessus pendant la première partie, mais Casca déteste Guts. Parce que Griffiths avait sauvé Casca quand elle était petite contre une espèce de conte un peu bizarre, et quand elle a entendu Griffiths lui dire « Maintenant tu es à moi », elle a compris qu'il se passait quelque chose parce qu'il n'avait jamais réagi comme ça face à quelqu'un. Comprenez que Casca c'est pas une tsundere ou je sais pas quoi. Vraiment, elle a une réelle aversion envers Guts, parce qu'elle a fait dévier Griffiths de ses objectifs et même un petit peu de ses sentiments quelque part. Enfin, dans sa tête, du moins. C'est alors que les deux vont sortir de cette grotte et vont tomber sur qui donc? Addon est sans hommes. Guts va littéralement se battre contre les 100 hommes d'un seul coup, va gagner, et ensuite on a le droit à une belle transition sur Doldrey. Alors Doldrey, qu'est-ce que c'est dans le lore? En fait, Doldrey, c'est une forteresse qui appartenait avant à Midland, mais que Shooter a réussi à choper, et ils ont jamais réussi à la reprendre. C'est-à-dire que c'est tellement bien fortifié, que même si t'envoies 10 000 personnes, c'est même pas sûr qu'ils arrivent à choper 1 mètre carré. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé la bande du faucon. Car Griffiths, il s'est dit, nous, on va faire le taf, TKT mon frère. Le roi a accepté, et les voilà maintenant embarqués. Sauf que, dans cette forteresse, il y a 2 personnes très importantes, notamment le général Boscorn, qui est un petit peu l'équivalent du général Grievous, c'est-à-dire qu'il est en théorie imbattable sauf par un maître du combat, hein. Et aussi un comte, qui n'a jamais vraiment de nom, en fait on sait pas vraiment comment il s'appelle, mais dites-vous juste que il avait entretenu des relations amoureuses, si on peut dire ça comme ça, selon lui, avec Griffiths, étant donné que celui-ci avait besoin d'argent pour équiper ses troupes et éviter qu'ils meurent inutilement au combat. C'est dans cette atmosphère un petit peu bizarre que Casca les avait surpris. Ça, c'était expliqué dans le flashback de tout à l'heure. Toujours le sens du timing sur cette chaîne, c'est incroyable, hein. Donc, Doldrey est enfin repris, Guts a battu le général Boscorn, et le vieux comte s'est fait tuer par Griffiths, et c'est ainsi que la bande du faucon a le droit à un retour triomphal. Il y a même une réception organisée en leur honneur, où la princesse Charlotte est là, et Guts et Casca vont s'éloigner, ils vont avoir une discussion, et là Guts se rappelle que... Bah oui, Griffiths ne le considère toujours pas. En moins de 2, il fait son baluchon et commence à partir. Sauf que la bande du faucon le surprend, et l'empêche de partir en lui disant « Non mais mec, s'il te plaît, reste avec nous, t'étais trop utile, et puis t'es trop sympa, nous on t'aime bien, ça fait quand même 4 ans maintenant !» Griffiths refuse de le laisser partir. Il se met entre lui et sa route et le défie à l'épée. Sauf que, pour la première fois de sa vie, Griffiths va être mis à l'échec. Il va tellement péter le seum qu'il va aller se faire réconforter par la princesse Charlotte. Réconforter, je pense que vous avez compris, n'est-ce pas?
Sauf que, grave erreur, étant donné que la princesse Charlotte, c'est la fille du roi, et que le roi aime un peu trop sa fille, visiblement. C'est horrible. Et donc, du coup, il va faire arrêter Griffiths, et va l'enfermer dans une prison. Et c'est la fin du deuxième film. Ah oui, parce que Griffiths, en fait, il est condamné à la torture à vie maintenant. Ouais, allez, génial. Ah, je vous avais prévenu quand je vous ai dit que ça allait beaucoup plus vite. Mais bon, on va passer un petit peu à l'aspect critique maintenant. Qu'est-ce qu'on pense de ces deux films? Oui, et juste avant un petit peu de passer à la critique, alors j'ai résumé l'histoire, hein. J'ai résumé en faisant 2-3 blagues à certains moments. Je me le suis pas lancé vraiment dans une analyse complète de l'œuvre, parce que déjà avec mes maigres moyens, j'en suis incapable. Et surtout, c'est une analyse ciné, pas une analyse manga. Donc, si un jour je dois m'attaquer à Berserk ou à un de ses personnages, je pense que je mettrai quand même un petit peu plus de précision. Voilà, c'était juste dit, hein, on est un peu dans l'humoristique hein, sur cette vidéo. Attention, je précise. Non, parce qu'on va pas se mentir que certaines personnes dans la commu manga, c'est un peu des tarés. Voilà, on peut passer à la critique maintenant. Et ben, ces deux films, en fait, ils sont juste dingues. D'ailleurs, sans rire, j'ai rarement autant kiffé un résumé. Oui, parce qu'on va pas se mentir, faut pas l'oublier, hein, que ces deux films, pour l'instant, hein, on parlera du troisième dans la prochaine vidéo, ben, c'est des résumés d'un manga qui actuellement comporte 42 tomes. Donc, on va pas se mentir, ils ont quand même réussi à résumer l'âge d'or, qui est, je pense, le meilleur arc de tout seinen confondu, en 3 films. Et honnêtement, le rythme est assez rapide, mais à aucun moment tu manques d'informations cruciales. Je veux dire, tout est là, on t'explique bien ce qui se passe, et il n'y a jamais de longueur, parce que parfois dans l'anime de 97, si on prend en comparaison, il y avait beaucoup de longueur, mais bon, vu que c'était un petit peu à l'épisode, et bah ça passait mieux. Et même dans le manga, hein, il y a quand même beaucoup de trucs qui ont été hachés, et ils s'en sortent parfaitement. Parce que, en plus, l'animation, elle est géniale, hein, donc c'est le studio 4 degrés qui s'en occupe. L'animation, elle est bien faite. Et il y a quelques moments où ça utilise de la 3D. C'est pas vraiment de l'image de synthèse, mais c'est un peu de la 3D et ça passe bien. Vraiment, c'est bien fait parce que on garde un petit peu ce style, c'est un peu animé, on passe pas carrément dans le polygone PlayStation 1. Et ça, franchement, Berserk 2016, vous auriez pu en prendre de la graine quand même. Ouais, non, parce que cet animé n'a aucune excuse, il est quand même sorti 3 ans après, c'est folie. Ces trucs-là, ces 3 films sont incroyables. Là, on a parlé que des 2 premiers, mais quand on va parler du 3e, oh, non mais je vous jure. Bon là, je surréagis parce qu'on est un youtubeur, mais c'est à moitié une blague ce que je fais. Parce que le 3e, si vous avez jamais lu ou vu Berserk, vous allez déjà aller le voir, hein, franchement, avant d'attendre la prochaine vidéo, allez le voir et après on en reparle. Mais bref, il y a très peu de défauts. Alors, peut-être qu'on pourrait chipoter sur le fait que les dessins et les modèles qui ont été choisis sont pas vraiment ceux qui correspondent aux événements, mais oh, hein. Non, franchement, je vois très peu de défauts. La musique, qui est composée par le génial Shiro Sagisu, qui a composé la musique de Shin Godzilla ou Godzilla Résurgence, c'est vous qui voyez. Donc en plus, la musique est incroyable. Et elle est sur archive.org. Et oui, je l'ai upload. Et cette fois, c'est passé vu que c'est pas un film, n'est-ce pas, archive.org. Mais bref, faut juste vous dire que ces films sont géniaux. Vous pouvez, je pense, les trouver un petit peu si vous cherchez bien. Je crois même qu'il y en a un qui est sur YouTube, alors foncez. Et sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé et de l'avoir suivi. Alors j'ai peut-être un peu extrapolé quand j'ai dit que je me barrais pendant un mois, donc en vrai, je suis de retour un petit peu plus en avance. Toujours un plaisir de faire des vidéos, et comme j'ai dit, un objectif 20 vidéos avant 2026. Allez, ciao tout le monde, on se retrouve dans 2 semaines pour la suite.